Alors nous accueillons donc pour une première, c'est le séminaire d'épistémologie de la psychiatrie en visio et simultanément donc dans la conférence, dans la salle de conférence du centre Philippe Paumet. Alors nous recevons Vassilis Kapsambélis, donc nous avons repris les séances cette année, juste en introduction pour dire qu'il y aura une séance la semaine prochaine de rattrapage d'une séance de novembre. Alors j'ai entendu une voix, peut-être si tout le monde peut couper son micro, je vais vous dire après le thème de la séance. Donc pour le séminaire, donc, nous aurons une séance de rattrapage donc, la semaine prochaine, jeudi, sur le même horaire, qui sera aussi en visio et simultanément en conférence. Donc ce sera donc, les organisateurs, Paul Loup, Dubuc, Benjamin Veil et moi, Xavier Bonnemaison, qui vous présenteront donc trois topos sur ce que nous retenons. Finalement, c'était le bilan qu'on voulait faire d'une année de séminaire, mais entre la grève, la pandémie, etc., on a eu finalement un nombre de séances qui était limité l'année dernière et qu'on a poursuivi cette année. Donc on essaie de tenir un certain rythme pour ces conférences. Alors donc aujourd'hui, nous accueillons Vassilis Kapsambélis, que on ne présente plus, mais que je vais quand même faire l'effort de présenter, puisque bien sûr, la plupart d'entre vous le connaissent, il est psychiatre, psychanalyste, il a été directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement. Il en est aujourd'hui encore un participant très actif, puisqu'il est directeur du centre Evelyne et Jean Kestenberg, qui est le centre de psychothérapie et de psychanalyse de l'ASM. Donc je ne vais pas reprendre, disons, les aspects de carrière de Vassilis qui sont importants, mais disons plutôt son parcours scientifique, ou en tout cas là où les questions épistémologiques sont, je crois, posées, parce qu'après on aura l'occasion de l'entendre, et puis donc si certains d'entre vous connaissent ses travaux, peut-être justement de lui poser des questions, puisqu'il vient de sortir un livre notamment qui s'appelle Le schizophrène en mal d'objet. Donc je vais le montrer à cette caméra, puis je ne sais pas si tout le monde le voit ici. Voilà, donc paru dans la collection Le Fil Rouge, Presse universitaire de France. Donc, pour situer, peut-être moi je vais rapidement dire quelque chose de position épistémologique, qui je dis bien pluriel de Vassilis, c'est pour moi les questions d'abord de psychiatrie classique, puisque Vassilis, je crois que tu es non seulement connaisseur, un fin connaisseur de psychiatrie classique, mais aussi héritier d'une tradition de psychiatrie française où, pour ceux qui t'ont lu et qui ont suivi donc, tes travaux et qui les ont lus, comme un certain nombre de mes collègues et de moi, nous savons que tu as écrit d'abord des livres de psychiatrie, comme le livre de thérapeutique médicamenteuse que tu as écrit avec le professeur Genestet. Puis, effectivement, on peut dire plus récemment, mais c'est très important de le dire, puisque dans cet aspect de transmission aux jeunes psychiatres et à tous les étudiants, psychologues ou autres qui vont travailler en psychiatrie, le manuel de psychiatrie et psychopathologie, qui est un manuel de psychiatrie, vraiment, même si bien sûr la psychopathologie, il y a une bonne part, elle n'y a pas la plus grande part, c'est un livre de psychiatrie, et c'est très important de dire que cette part-là de ton travail reste encore très actuelle, hein, et ça montre bien une partie de ta démarche, qui, je crois, se complète d'une deuxième position, qui est une position de psychanalyste, et une position de psychanalyste avec des patients psychotiques, non pas au sens de la psychose unique, parce que tu rappelles régulièrement, comme tu le rappelles dans l'introduction de ton livre, que tu es très attaché à la question de la pluralité des psychoses, comme le veut la tradition française, ou en tout cas la tradition nosographique de la psychiatrie, héritière de la psychiatrie classique, voilà, du 19e, enfin bon. Dans ce séminaire, on a eu l'occasion de discuter de ce qu'on peut appeler la psychiatrie classique, mais je crois qu'on s'entend tous pour dire que la nosographie, dans le dernier traité de Kraepelin, peut résumer la psychiatrie classique allemande et dans son dialogue franco-allemand, aussi dans les travaux de Morillet, on retrouve effectivement l'ensemble d'un savoir qui, à un moment, qu'on a pu appeler donc, ce thésaurus comme le thésaurus de psychiatrie classique. Donc ce travail de psychanalyste avec les patients psychotiques, tu l'as d'abord, je crois souvent dit, c'est à la fois celui de quelqu'un qui s'engage comme psychanalyste auprès d'eux, comme tu es aujourd'hui le directeur du centre de psychothérapie et psychanalyse,
de la SM13, c'est aujourd'hui une part importante, en tout cas, de ton activité clinique, mais c'est aussi une question théorique. Hein. Tu fais partie des auteurs les plus, je dirais, à la fois prolifiques, mais lus aussi, et je crois reconnus internationalement, parce que je sais que tu travailles aussi depuis longtemps avec l'International Journal of Psychoanalysis, et que tu es donc au contact d'un certain nombre de travaux internationaux de psychanalyse pour les patients dits étalinites ou schizophrènes et psychotiques en général. Et donc ce travail de psychanalyse des psychoses, c'est une autre part, je dirais peut-être mieux connue des psychanalystes, mais qui se complète d'une troisième partie, qui pour moi en est une spécifique, qui est le lien entre les deux. C'est-à-dire que finalement, quand on est comme toi un praticien de la psychiatrie, on ne peut pas toujours avoir les deux casquettes séparément. On a parfois des changements d'identité qui viennent de manière très successive, très rapide. Parfois, on a l'impression pour quelqu'un comme toi, avec la grande expérience clinique, que ça vient naturellement, mais finalement, c'est absolument pas naturel. Je pense que tous ceux qui font de la psychiatrie voient bien à quel point avoir une position psychanalytique réelle en même temps qu'on est psychiatre est quelque chose de très très compliqué, et que pour quelqu'un comme toi, c'est travailler l'articulation qui a été aussi une part du travail scientifique et de la transmission, hein, que tu as structuré à travers un grand nombre d'articles, à travers des ouvrages, et je crois qu'aujourd'hui tu viens effectivement parler d'une notion qui pour moi a trait à cette question épistémologique-là, c'est-à-dire comment peut-on permettre à la sémiologie classique d'être approfondie, d'être prolongée ou affinée par la psychopathologie psychanalytique, ou en tout cas, qu'est-ce que la position du psychanalyste a à dire de la position du psychiatre classique. Donc c'est cette double identité finalement que toi tu as appris à travailler probablement en toi, mais qui, pour quand on apprend la psychiatrie, on se doit d'en voir en tout cas la complexité et l'importance du travail qu'elle engage. Donc, ça serait fastueux de citer tous les articles qui traitent justement de notions psychiatriques que tu as analysées sous cette analyse complexe que je disais là, de psychiatrie et de psychanalyse. Moi, je me souviens effectivement d'un certain nombre. Alors, la désorganisation, tu nous en diras un mot, mais c'était l'objet d'un colloque, c'est ce que j'ai compris très récemment, d'un colloque de la SM13, ici même, et j'ai vu que c'était l'anniversaire du numéro spécial de l'information psychiatrique. C'était il y a 20 ans. Et je me suis dit que c'était pas un hasard, te connaissant, car tous ceux qui te connaissent savent que tu penses à peu près à tout. Et donc c'est très bien que nous puissions aujourd'hui inclure, je crois, cette reprise du travail sur la désorganisation dans un certain nombre de travaux plus récents. Je pense à Histoire de la dissociation, je pense à un certain nombre de choses, sur l'aliénation aussi dans les travaux récents. Le déliré en tant qu'activité psychique, c'est quelque chose d'un peu plus ancien, mais enfin qui est toujours au travail. Donc tu t'inscris, je ne vais pas citer toutes les filiations que tu as à travers ton travail à la SM, à la fois comme clinicien et comme théoricien, mais on retrouve effectivement que Racamier, Evelyn Kestenberg, René Angelergue sont reviennent régulièrement dans les travaux que tu as pu produire. Donc moi, bien sûr, si j'engage tous les jeunes collègues à te lire, c'est en sachant que la question n'est pas de savoir si on lit de la psychanalyse ou si on lit de la psychiatrie classique. La question est de savoir qu'est-ce qu'on dit quand on est un psychiatre et un psychanalyste des patients qu'on rencontre. Et finalement, dans l'introduction de ton livre, tu le rappelles, comment peut-on faire autrement que de se préoccuper des questions de relation et des questions des effets de la relation quand on travaille avec des patients dits schizophrènes. Je cherche l'expression d'Hélène Chéniaud, réputés schizophrènes. Donc, c'est-à-dire que les questions, au-delà même des questions purement descriptives de la psychiatrie, qu'est-ce que la relation d'un patient, parfois pendant 20-30 ans, vont produire et quels effets ils peuvent avoir, y compris sur le plan négatif, puisque c'est des choses que tu travailles bien dans ce livre, très en profondeur, disons, le schizophrène en mal d'objet, on aura compris,
que l'objet, c'est souvent l'objet psychiatre, l'objet équipe, et bien sûr, déplacement, projection de l'objet famille, l'objet société, qui sont mis à mal effectivement dans les relations du patient lorsqu'il décompose. Voilà, Vassilis, nous allons te donner la parole, et puis donc pour 3/4 d'heure, 1 heure en général, et puis pour avoir un temps de discussion qu'on espère aussi riche qu'à l'accoutumée. Merci à toi. C'est moi qui vous... Je te la tourne. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Et merci pour cette invitation au sein de cette société qui nous est très chère, puisqu'elle est celle qui a marqué, qui a fabriqué littéralement la psychiatrie française tout au long du XXe siècle, et qui l'a fabriquée en lien continu, d'une part avec la psychanalyse et sa psychopathologie, d'autre part avec d'autres influences, d'autres tendances, je pense à la phénoménologie et pas seulement, pour donner finalement ce profil, à cette physionomie tout à fait particulière qui est celle de la psychiatrie française au sein des différentes psychiatries plus ou moins convergentes vers une mondialisation qui comporte quelques risques d'appauvrissement. Alors, tu ne savais pas mieux dire en parlant de ma conjugaison d'une tradition psychiatrique et d'une culture psychanalytique et pratique psychanalytique, parce qu'effectivement la question que vous m'avez invité à développer aujourd'hui devant vous est bien une question qui est pratiquement à cheval entre ces deux approches. Et si elle a un intérêt, c'est parce que, étant à cheval, peut-être il est possible qu'elle enrichisse les deux, c'est-à-dire qu'elle puisse nous fournir un certain nombre d'outils pour penser les deux à la fois, l'approche psychanalytique et l'approche de psychiatrie classique, psychopathologie classique. Et donc cette notion-là, que vous avez choisi de me demander à traiter aujourd'hui, celle de la désorganisation, est vraiment, comme je vais vous le montrer, un exemple tout à fait typique des questions qu'on se pose de deux côtés, psychanalytique et psychiatrique. Alors, et comme tu l'as rappelé aussi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais vous exposer un certain nombre de textes, de travaux empruntés à droite et à gauche, des documents qui sont déjà publiés, dans des revues différentes, et ayant des aspirations différentes, mais qui peuvent converger autour de cette notion de désorganisation. Alors, un premier mot en préambule, qui est le suivant. Et il y a une forme de contradiction à vouloir traiter la notion de désorganisation en psychopathologie et en pathologie en général, et dans la mesure où, de façon plus globale, la notion de désorganisation s'attache au fait qu'il y ait maladie, au fait qu'il y ait maladie. C'est-à-dire qu'on voit mal comment on pourrait traiter de la désorganisation au sein de la psychopathologie, puisque la psychopathologie apparaît comme désorganisation. Et c'est une désorganisation du vivant, que ce soit du vivant au sens somatique ou au sens psychique, mais c'est une désorganisation du vivant que nous appelons maladie. Et que par conséquent, qu'est-ce que ça signifie d'aller chercher la désorganisation comme un élément de la psychopathologie, alors que la psychopathologie et la pathologie en général est désorganisation. Alors, et non seulement cela, mais on pourrait dire que face à quelque chose qui est la maladie et qui apparaît fondamentalement comme une désorganisation du vivant, disorder en anglais, eh bien, la psychopathologie, comme la pathologie en général, et je ferai 2 ou 3 références à la médecine antique, eh bien, apparaît comme une forme d'organisation de ce qui apparaît comme étant la désorganisation du vivant, c'est-à-dire la maladie. Nous parlons de pathologie, un logos, un discours, une façon raisonnée de parler de pathologie, parce que la pathologie vient justement montrer l'organisation cachée, les lois, les logiques qui traversent le fait même
d'avoir une maladie, c'est-à-dire d'avoir une désorganisation. Hein. C'est-à-dire que la pathologie elle-même est une organisation de la désorganisation, une façon de révéler ce qui est le propre d'une désorganisation, au sens le plus général du terme, la désorganisation du vivant, la maladie. Alors, c'est intéressant parce que, et là, je vais vous donner une référence qui a 26 siècles, et qui va retrouver la fin de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire bien avant Hippocrate, lorsque le premier texte et les premiers renseignements de médecine apparaissent à Crotone, eh bien, Alcméon, qui est un des premiers médecins de l'Antiquité connus pour les conceptions qu'il va diffuser et dont Hippocrate sera en très grande partie héritier, eh bien, il sera un des premiers à contester l'idée selon laquelle l'être humain est formé d'un seul principe. Ce sera le premier, un peu avant la théorie des humeurs, qui aura donc une longévité exceptionnelle, puisqu'on la retrouve jusqu'au XVIe siècle, après Jésus-Christ. Donc, il sera le premier à contester l'idée d'un principe unique pour l'organisation du vivant, et il va être le premier à introduire une notion d'équilibre de contraire. Et alors, pour cette notion-là, il va utiliser deux mots qui sont assez amusants à rappeler aujourd'hui, parce que tous les deux, d'une certaine façon, encore présents. La santé serait l'équivalent d'une isonomie, et là vous trouvez deux mots. Le premier était le mot iso, c'est-à-dire égalité, équité, et le deuxième c'est nomie, qui vient de nomos, la loi, une égalité face à la loi, aujourd'hui, l'isonomie. Donc la première notion est celle d'isonomie, et c'est ça qui caractériserait la santé, alors que la maladie serait caractérisée par quelque chose qu'il appelle monarchie, c'est-à-dire le fait que une seule force, tendance, mono, gouverne ce qui arrive dans l'organisme. Et donc nous voilà dans une pensée quasi politique de ce qu'est l'organisme vivant, comme si l'organisme qu'on appelle un groupe humain, une société, un collectif, ne différait pas suffisamment d'un organisme vivant pris comme un ensemble d'organes, de fonctions, de cellules plus tard, quand on saura qu'il y en a, et n'est pas suffisamment différent pour qu'on utilise des termes différents pour qualifier à peu près les mêmes équilibres. Alors, cette idée d'une logique de la pathologie, et qui donc donne au désordre apparent de la maladie un ordre qui est celui de la pathologie, eh ben, va se construire, comme vous le savez, en opposition avec les religieux. Alors, vous connaissez les textes d'Hippocrate sur la maladie sacrée, c'est-à-dire l'épilepsie, et sur tout ce qu'il va dire sur le fait que la maladie sacrée n'est de sacré que de nom, et de développer toute une pathogénie qui explicite, selon une raison, un raisonnement, un discours, ce que donne l'épilepsie. Alors, j'ai retrouvé chez Hippocrate une référence encore plus amusante, et de la façon dont il peut traiter la notion de la maladie et l'extraire d'une conception métaphysique, religieuse de la maladie, et qui est son commentaire sur la maladie des Scythes. Alors, les Scythes, S-C-Y-T-H-E-S, c'est ce peuple de cavaliers, de chevaliers de l'Asie et de l'Eurasie, c'est-à-dire l'Ukraine actuelle, et puis autour de la mer Noire, et qui était donc un peuple essentiellement de nomades, et qui passaient l'essentiel de leur temps à cheval. Et donc, à un moment donné, il a été amené à examiner un trouble fréquent chez les Scythes, qui a entraîné des manifestations psychopathologiques, pour le coup, tout à fait spectaculaires, parce que les Scythes régulièrement découvraient qu'ils étaient impuissants, qu'ils n'avaient pas d'érection,
Et donc, de ce fait, il descendait du cheval, et il considérait que puisqu'ils n'ont pas d'érection, donc la divinité, leur Dieu, ont décidé qu'ils entrent dans un processus de féminisation. Et donc, de ce fait, ils avaient tendance à enlever leurs vêtements, à s'habiller en femme, à se maquiller en femme et à avoir un certain nombre de manifestations extérieures de féminisation de leur être, qui serait donc la volonté des dieux, puisqu'il leur donne, il les a privés de la capacité d'érection. Et donc, Hippocrate expose cette origine divine du mal des Scythes, et puis, en 3 lignes, très sèchement, il dit, c'est très simple, ils passent leur vie à cheval, leurs testicules sont compressés en permanence entre leur corps et la selle, et donc en définitive, donc, ils provoquent eux-mêmes des difficultés d'érection, et donc avec ça, ils croient que c'est Dieu qui a décidé de ce handicap, qui d'ailleurs s'avère réversible, puisque une fois descendus du cheval, habillés en femme, et maquillés et pleurant la perte de leur virilité et leur féminisation progressive, ben, comme par hasard, petit à petit, les organes génitaux retrouvaient leur place, retrouvaient leur fonction, et ils redevenaient hommes, bien entendu. Et là, ils remerciaient encore Dieu de leur avoir rendu leur virilité. Donc, en 3 phrases, Hippocrate, une espèce de formulation extrêmement ironique sur ce type de théorie. Alors, donc c'est tout à fait logique que lui-même, Hippocrate j'entends, eh ben, il va tout à fait étayer ces théories sur l'idée que, en effet, c'est la symétrie, hein, et lui ne parle pas d'autonomie, mais de symétrie entre les différents éléments qui sont le propre de la santé, et que donc on développe un discours sur la pathologie, sur la maladie, on écrit donc une psychopathologie lorsqu'on trouve les lois cachées de cette asymétrie ou de cette dissymétrie. Alors, donc, partant de ce principe-là et de cette situation-là, vous comprenez que la désorganisation n'était pas prête à faire elle-même partie du discours de la psychopathologie, puisque la désorganisation était elle-même, comme je le disais au début, la définition de l'absence de santé. Et donc, ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que la désorganisation en soi devient objet d'étude. Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Alors, cette introduction de la désorganisation, cette fois-ci comme concept de la psychopathologie, et non pas comme synonyme, en quelque sorte, de maladie, va se faire par 2 chemins différents. Le premier chemin est celui d'un neurologue, d'un brillant neurologue anglais, qui s'appelle Jackson, John Hughes Jackson, qui, 1835-1911, et qui va développer une des conceptions les plus originales de la psychopathologie et de la neurologie de son époque, et qui aura une certaine influence probablement sur Freud, dans la mesure où il arrive dans les œuvres de Freud de trouver son nom et de le trouver cité. Alors, dans la conception que Jackson va développer, qui est donc de conception de neurologue, mais néanmoins il va écrire des textes sur les maladies mentales, eh bien dans sa logique à lui, on appelle désorganisation une étape très spécifique d'un processus morbide qui est la première. C'est-à-dire qu'il considère que lorsque nous sommes face à un tableau clinique, face à une entité clinique, eh bien, et si nous analysons la sémiologie de cette entité clinique, eh bien, nous allons constater 2 choses. On va d'abord constater, dit-il, une attaque à un niveau quelconque. Cette attaque va se manifester par un certain nombre de fonctionnements en moins, autrement dit, elle va se manifester en déficit.
Et c'est en ce moment-là que vous voyez apparaître une notion qui va faire fortune, infortune en psychiatrie, qui est celle du déficit. Mais, et c'est là où Jackson devient intéressant, il pense qu'une attaque à un niveau quelconque de l'organisation du vivant aura non seulement une clinique du déficit du niveau lésé, mais aussi une clinique des niveaux inférieurs qui vont se trouver libérés de l'effet de contrôle du niveau supérieur où il y a eu l'attaque. Et de cette logique-là, il va déduire, et ce sera la première fois dans notre psychopathologie, une logique des entités cliniques en positif et négatif. Il va dire qu'on a donc chaque attaque comporte une série de symptômes négatifs qui sont la traduction directe de la lésion et un certain nombre de symptômes positifs qui, eux, n'auraient pas eu lieu si le contrôle exercé par les niveaux supérieurs n'avait pas été aboli. Ce qui l'a conduit à dire que les symptômes qu'il qualifie de positifs sont en réalité des manifestations saines de l'organisme touché, à ceci près que ces manifestations saines ne sont plus sous contrôle d'un niveau supérieur. Alors, il applique par exemple à la maladie de Parkinson. Il considère que la maladie de Parkinson comporte une attaque, laquelle conduit à une réduction de la motricité, mais en même temps déclenche un certain nombre d'événements moteurs qui normalement restent intégrés sous le niveau supérieur qui a été lésé, et c'est ça qui donne les tremblements. Vous appliquez cette logique-là dans la maladie mentale, c'est ce qu'il fait, et ça vous donne ceci. L'effet éventuel, je vous cite Jackson, du fonctionnement d'éléments nerveux sous-jacents au centre lésé, bien que parfaitement sains, ne sont plus antagonisés par le niveau supérieur. De même, la maladie mentale, de même, parce qu'il est neurologue, donc il fait une espèce d'analogie, de même, la maladie mentale ne produit pas que des symptômes négatifs répondant à la dissolution, c'est-à-dire à l'attaque, et tous les symptômes mentaux positifs complexes, parenthèse, illusion, hallucination, délire, conduite extravagante, sont le résultat de l'activité d'éléments nerveux non affectés par le processus, mais qui sont libérés du fait de la lésion supérieure. Et il conclut, on est encore au XIXe siècle, par cette phrase extraordinaire: les idées les plus absurdes et les actions les plus extravagantes des aliénés sont des survivances de leurs états les mieux adaptés. Fin de la citation. C'est cette pensée lumineuse pour l'époque que nous allons connaître en France à travers l'œuvre d'Henriet. Puisque, comme vous le savez, Henriet va exploiter totalement la pensée de Jackson pour construire son système, qui sera donc d'une influence considérable dans la psychopathologie française, et qui sera donc un système de hiérarchie des fonctions psychiques et des troubles apparaissant lorsque tel niveau hiérarchique se trouvant lésé, tel autre niveau inférieur se trouve de ce fait libéré. Je ne veux pas parler ici, parce que ce n'est pas totalement le propos de mon propos, Henriet, si ce n'est pour vous faire remarquer la chose suivante. Dans cette logique-là, le niveau dit supérieur est forcément le niveau de la conscience. Par conséquent, Henriet va construire un modèle psychopathologique presque en juxtaposition avec la psychanalyse, considérant que par définition, le point de départ de toute pathologie ne peut pas être l'inconscient, mais bien une dissolution des niveaux supérieurs,
la conscience, qui, lui, révèle en effet l'inconscient. Et Henri avait coutume de dire, pour ce qui concerne les modèles freudiens, je suis totalement d'accord. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'il les considère comme premiers, alors qu'il ne peut pas y avoir de psychopathologie sans atteinte d'un niveau supérieur pour que ceci se manifeste selon les lois et selon la logique que Freud a si bien décrite. Et ce niveau-là de désaccord sera jusqu'à la fin le point qui caractérisera la position de Henriet par rapport à la psychanalyse et par rapport à la psychopathologie. Je vous fais aussi remarquer, avant de quitter Jackson et Henriet, qui sont les premiers donc à donner un statut à la désorganisation autre que celui de synonyme de maladie, je vous ferai remarquer un autre élément. C'est que les formulations utilisées par Jackson dans le petit passage que je vous ai lu sont étrangement semblables à celles que Freud va utiliser 20 ans plus tard par rapport aux idées délirantes, aux hallucinations, lorsqu'il fait de celles-ci, notamment dans le texte pour introduire le narcissisme de 1914, une tentative de guérison. C'est-à-dire que Freud va, d'une certaine façon, faire du jacksonisme en considérant que idées délirantes et hallucinations sont les façons dont la part la plus saine du psychisme humain va se manifester pour surmonter quelque chose qui s'est passé en amont du processus psychopathologique, qui, chez Freud, est donc le retrait de la libido, comme il le dit, le retrait des objets de la libido et la concentration de la libido sur le moi. Nous y reviendrons. Ce modèle-là, qui est pratiquement la première fois que la désorganisation acquiert un droit de citer comme concept au sein de la psychopathologie. Ce premier élément sera suivi bientôt d'un second. Le deuxième élément est très lié à la notion de schizophrénie. Alors, contrairement à ce que vous pouvez vous y attendre, mais je reviendrai, je ne vous parlerai pas de Bleuler. Et je vous parlerai d'un autre auteur très important, qui est Philippe Chalin. Pourquoi je ne vous parlerai pas de Bleuler? D'abord parce que Bleuler, contrairement aux apparences, ne suit pas exactement une filiation qui a comme point de départ les désorganisations. Je m'expliquerai tout à l'heure. Même si, en définitive, il est, pour ainsi dire, le représentant le plus connu d'une théorie de la désorganisation concernant les psychoses. Mais néanmoins, ce n'est pas cette filiation-là qu'il va suivre, vous comprendrez pourquoi. Et la deuxième raison est la suivante. Si ce que Bleuler va décrire en 1911 comme désorganisation concerne les différentes fonctions de façon statique, la pensée, l'affect, la motricité, la volition, etc., c'est lui qui réellement introduit une notion de désorganisation dans la psychopathologie. Et cette fois-ci, on n'est pas dans le général, mais dans les maladies mentales, dans la schizophrénie, et Philippe Chalin. Pourquoi c'est Philippe Chalin? C'est Philippe Chalin parce que, et ça c'est la deuxième grande porte d'entrée de la désorganisation en matière de psychopathologie, introduit la notion d'atypicité. Alors la notion d'atypicité a elle aussi une histoire, aussi bien en médecine qu'en psychopathologie. Elle a ceci de caractéristique en tant que notion, que alors que la pathologie, la nosographie et la psychopathologie, pour ce qui nous concerne, a réussi à ramener la désorganisation morbide en une organisation, qui est celle donc d'un système explicatif de la maladie, la notion d'atypicité fait son apparition au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, comme, pour parler trivialement, ce qui cloche. C'est-à-dire qu'on a réussi à ramener le désordre en un ordre caché, mais qui est celui de la maladie. Et voilà que la maladie, maintenant, produit des formes qui sont du désordre dans son propre ordre. C'est ça la notion d'atypicité.
Alors, cette notion d'atypicité va apparaître sous la plume d'un certain nombre d'auteurs vers la fin du XIXe siècle, et qui est d'ailleurs assez logique qu'elle apparaisse en ce moment-là, parce que c'est en ce moment-là que la psychopathologie telle que nous la connaissons prend les contours à peu près définitifs que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc, c'est une fois que cet ordre a été établi que nous commençons à observer et à pointer ce qui fait désordre dans l'ordre de la pathologie, ce qui fait désordre dans l'organisation pathologique elle-même. C'est ce qu'exprime la notion d'atypicité. Elle sera exprimée chez ces médecins de l'époque helléniste par l'adoption d'un suffixe. C'est le suffixe oïde, qui en grec signifie qui ressemble à mais qui ne l'est pas tout à fait, qui a l'air de, qui est comme, mais pas tout à fait cette chose-là. Alors, je vous donne un exemple, Kalbom, qui était le grand psychopathologue allemand, et qui à qui on doit déjà la description de la catatonie pour la première fois, la description de la béphrénie pour la première fois également, respectivement en 1870-1871, eh bien, il va décrire les boïdophrénies quelques années plus tard, et il va dire « J'ai conservé la vieille dénomination de béphrénie ou folie juvénile pour la première des entités que j'ai décrites, et je crus devoir nommer cette dernière, c'est ce qu'il décrit en 1889, éboïdophrénie, d'après le modèle typhus, typhoïde, cancer, cancéroïde. Fin de la citation. Et vous voyez donc là que lui, il dit, voilà, j'ai décrit des formes typiques qui donnent une logique à l'apparente désorganisation du vivant, mais au sein de ces formes typiques, il y a une nouvelle forme de désordre qui apparaît, qui est exprimée par le terme d'atypicité et formulée par cet adjectif de oïde. Or, vous trouvez exactement la même logique dans le premier de la série des traités de Kraepelin, qui va introduire la future schizophrénie, la démence précoce, à partir de la fin du XIXe siècle. Alors là, vous avez quelque chose de très intéressant. La psychopathologie allemande avait décrit, dès la première moitié du XIXe siècle, un trouble qu'elle avait appelé paranoïa, et qui était caractérisé par le fait que des personnes en apparence bien portantes développent progressivement un certain nombre d'idées de persécution et s'organisent dans leur propre vie en fonction de cette idée et agissent en conséquence et connaissant un certain nombre de déconvenus, de difficultés, jusqu'à ce que l'entourage professionnel, familial, amical finit par dire que là, ça ne va pas du tout, ils ont perdu la tête et qu'ils les mettent à l'asile. Et cette forme-là, la psychopathologie allemande l'avait appelée paranoïa. Eh bien, Kraepelin utilise cette notion, qui a une valeur presque historique au moment où il écrit, c'est-à-dire en 1896, puisque la notion existe depuis au moins un demi-siècle. Et il va dire, voilà, là, on a des patients, et je vous lis un passage de Kraepelin. Alors, le malade, c'est une présentation clinique, donc il a décrit le malade, et puis là, il fait le commentaire. Le malade n'éprouve pas, comme les vrais paranoïaques, le besoin de résister, de connaître exactement les gens, de savoir les causes de ces persécutions. Le délire s'installe sous forme d'idées subites, extravagantes, incohérentes, souvent régies par des hallucinations sensorielles. Dans la paranoïa, au contraire, le délire se greffe sur des bases qui ont une existence réelle, mais l'interprétation en déforme la nature. Fin de la citation. Et pour cette forme-là, eh ben, il va utiliser le mot paranoïde. Et c'est comme ça que va naître la notion de paranoïde et de paranoïdie dans notre nosographie. C'est-à-dire comme la forme
désorganisé d'une pathologie qui est en l'occurrence la paranoïa. Eh bien, cette deuxième forme de désorganisation, on a vu la première qui est celle prônée par Jackson à un niveau plus théorique et spéculatif, mais néanmoins appliquée en psychopathologie par Henriet. On la voit maintenant au niveau de la clinique, au niveau de la symbiologie, au niveau de la discrimination de l'entité clinique typique, donc obéissant à une logique, et puis la façon dont elle n'obéit plus à sa logique pour devenir désorganisation par rapport à sa propre logique. Eh bien, cette pensée-là, cette façon-là, eh bien, arrivera dans sa forme de pureté avec un auteur français très discret, travaillant dans son coin, dans un grand service, publiant peu, et finalement sortant un volume de 1000 pages qui est la somme de son savoir concernant la psychopathologie, et qui est Philippe Chalin, et qui va la sortir en 1912. Et donc en 1912, il va s'intéresser exactement à ce que je décris là comme atypicité, comme une désorganisation de l'organisation pathologique, et que Kraepelin avait rendu par la terminaison oïde. Et Chalin va dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait que quelqu'un a des idées de persécution. Ça, on le sait depuis l'Antiquité, qu'il y a des gens qui développent des idées de persécution. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'un tel va avoir une humeur, une émotion exaltée, extravagante, débordante, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer la chose suivante. Comment ça se fait que quelqu'un, tout en ayant des idées de persécution, n'a pas l'air d'avoir peur? Comment ça se fait que quelqu'un, tout en ayant des idées de grandeur, n'a pas l'air fou de joie? Autrement dit, c'est comme si, donc, il disait, enfin, c'est pas comme si, parce qu'il le dit quasi clairement, lorsque vous avez des idées de persécution, normalement, vous avez peur et vous vous protégez. Lorsque vous avez des idées de grandeur, normalement, vous êtes plein de joie et d'euphorie. Certes, aussi bien les idées de persécution que les idées de grandeur sont pathologiques. Mais vos réactions, elles, ne le sont pas, parce qu'elles sont congruentes avec les idées que vous avez. Or, dit-il, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand elles ne sont pas congruentes. Quand elles ne sont pas congruentes. Et à ce moment-là, il va utiliser un mot qui vient de la musique. Et je vous dirai pourquoi c'est intéressant. Il dit, voilà des patients qui rient en évoquant des idées tristes. Voilà des patients qui disent qu'ils sont apparemment calmes, détachés, apathiques, alors qu'ils disent qu'ils sont en danger de mort. Et bien moi, dit-il, ce qui m'intéresse, c'est cette discordance, cette, je cite, incohérence, parenthèse, désharmonie, fermez la parenthèse, entre les différents signes de l'affection. Autrement dit, il va décrire au plus près, non pas une pathologie, mais la façon dont une pathologie, constituant une logique, est en train de la perdre. C'est-à-dire comment une pathologie se désorganise. Et c'est d'autant plus intéressant que lorsque Kraepelin voudra décrire qu'est-ce qu'il a vu exactement comme caractéristique de la démence précoce, vous savez qu'il a été suffisamment bon clinicien pour dire ce n'est pas vrai, ils n'ont pas de troubles de la mémoire, ils se souviennent très bien si on cherche, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas de troubles du jugement devant les faits, ils le portent, mais ce qui les caractérise, donc ils ont tous les instruments. Et là, Kraepelin va avoir une phrase extraordinaire, ils sont un orchestre sans chef. Ils sont un orchestre sans chef. Et là, il a dit lui aussi en une phrase, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire quand la désorganisation devient elle-même concept en psychopathologie. Quand vous avez une psychopathologie qui joue sa partition et tout d'un coup elle n'a plus de chef. Alors, à partir de là,
vous allez avoir une certaine idée de la schizophrénie qui va se développer, disons, entre 1910-1920 et 1970-1980, et je vous dirai comment il se termine. Enfin, il ne s'est pas terminé d'ailleurs complètement. Une certaine idée de la schizophrénie, non pas comme une maladie, mais comme une maladie qui affecte les maladies. Autrement dit, vous allez avoir une idée de la schizophrénie comme une maladie des maladies. Pourquoi je vous dis cela? Parce que elle réalise un tableau de persécution, de paranoïa. Sauf que c'est une paranoïa atypique. Et donc, au lieu de l'appeler paranoïa, on l'appellera schizophrénie paranoïde, selon les termes introduits par Kraepelin. Mais elle peut avoir aussi ces facteurs, cette composante d'atypicité des deux organisations, frapper aussi une autre maladie, tout aussi individualisée clairement par Kraepelin, qui est la maladie maniaco-dépressive. Et à ce moment-là, on va parler de schizophrénie dysthymique. Mais elle peut affecter aussi les névroses. Et en ce moment-là, on va avoir, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie pseudonévrotique ou le trouble schizotypique de classification plus moderne. Et puis, elle peut aussi affecter une psychopathie, une sociopathie. Et en ce moment-là, on va l'appeler schizophrénie pseudo-psychopathique ou encore hépoïdophrénie, etc. Et donc, en définitive, vous avez l'impression que la psychopathologie, à partir de cette prémisse d'une désorganisation de l'organisation pathologique elle-même, va petit à petit développer, autour de la notion de la schizophrénie, une conception qui fait de la schizophrénie le facteur de désorganisation de toutes les autres psychopathologies décrites dans notre système classificatoire. Et que donc la schizophrénie devient, pour ainsi dire, le terme qui désigne la maladie qui affecte les maladies que nous avons déjà décrites. Et qu'elle est, pour ainsi dire, une façon de dire, ce sont des maladies, mais qui ne font plus, qui ne produisent plus la cohérence de ce qu'elles avaient. Alors, cette conception ne va pas vraiment disparaître. Elle est toujours présente. Il se trouve qu'à partir des années 80, la psychiatrie américaine va décider d'isoler une composante de désorganisation au sein même de la schizophrénie et de la mélanger avec les patients qui ne le sont pas, qui ne sont pas désorganisés. D'autant plus que nous savons qu'il y a beaucoup de schizophrènes qui sont beaucoup plus désorganisés au début de leur parcours pathologique que vers la fin, 10, 20, 30 ans plus tard. Donc, ils le prennent différemment, ils le prennent conformément à une pensée psychiatrique qui refuse de créer des liens entre différents états psychopathologiques et se contente d'enregistrer sous forme de items ce qu'on constate. Et de ce fait, la désorganisation ne devient plus qu'un syndrome qui peut être présent ou absent. Mais dans la structure même de la psychopathologie encore aujourd'hui, nous continuons à utiliser la schizophrénie comme le terme générique d'une certaine façon de voir les pathologies se désorganiser. Je ferme là ce chapitre-là et je passe rapidement à Bleuler. Pourquoi j'ai laissé Bleuler en dehors? Alors que c'est lui qui invente la schizophrénie, vous le savez, en 1911, alors que c'est lui qui, le premier quand même, va décrire la schizophrénie comme une forme de scission, c'est le mot schise qui veut ça, du psychisme des patients. Pour la raison suivante. Lorsque Bleuler va chercher le mot allemand qui correspond à ce que nous appelons aujourd'hui dissociation, et qui est le mot Spaltung, il l'emprunte à Freud. Et lorsque Freud utilise le mot Spaltung, il l'emprunte à Janet.
Donc, au départ du processus, il y a Janet. Alors, et il y a Janet, Pierre Janet, qui est donc plus jeune, un peu plus jeune que Freud, mais qui a commencé une carrière scientifique qui l'a rendu célèbre avant Freud. C'est si bien que Freud connaît les écrits de Janet et les cite dans ses premiers travaux, notamment sur l'hystérie. Et donc, c'est ce qui est caractéristique de Janet. Comme vous le savez, c'est un normalien, il a une agrégation de philosophie, et il s'intéresse, il va travailler au Havre comme prof de philosophie, et il va commencer une thèse de philosophie en utilisant le matériel clinique, c'est-à-dire les patients qu'il rencontre à l'hôpital psychiatrique du Havre, et notamment les hystériques. Et il va commencer à s'intéresser à quelque chose qui, d'après tel qu'il le dit dans l'introduction de sa thèse, la thèse de 1889, oui, sur l'automatisme psychologique, il va s'intéresser à des phénomènes qui n'intéressent pas les philosophes. Et ces phénomènes sont les automatismes. Qu'est-ce qu'il appelle automatisme? Il appelle automatisme les formes les plus simples, les plus élémentaires de l'activité humaine, formes mineures, inférieures, que la philosophie a refusé d'explorer, considérant qu'ils ne font pas partie de l'esprit humain, mais de la physiologie. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'un certain nombre de manifestations mentales, elles sont tellement simples, élémentaires, elles sont tellement automatiquement produites, qu'au fond ne font pas partie de la vie psychique, ce sont des automatismes. C'est sur ce point-là que Janet va dire, moi, je vais faire mon travail là-dessus. Et cette opposition, écrit-il, entre l'activité créatrice de l'esprit humain et l'activité reproductrice, automatisme, mérite vraiment le nom d'automatisme. Et c'est ça que nous avons essayé de préciser dans notre travail d'aujourd'hui, dit-il. Alors, pourquoi il va chercher ces phénomènes-là? Il va chercher ces phénomènes-là pour un tas de raisons, mais essentiellement parce qu'il est intéressé par la psychopathologie. D'ailleurs, il est tellement intéressé par la psychopathologie qu'au retour du Havre, quand il aura un poste à Paris, il va se mettre à faire des études de médecine, études de médecine qui vont aboutir à une deuxième thèse de médecine cette fois-ci, et là, cette thèse-là sera sur les phénomènes mentaux des hystériques, c'est-à-dire il va le faire là, cette fois-ci, avec l'aide de Charcot, qui va repérer le brillant sujet qu'il va prendre dans son service de la Salpêtrière, qui va lui créer un laboratoire de psychologie expérimentale, et c'est là qu'il va faire donc la deuxième thèse, la thèse de médecine. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement, Janet? Il décrit ces phénomènes automatiques, ces phénomènes élémentaires, ces phénomènes méprisés par les philosophes, par ceux qui s'intéressent à l'esprit humain. Je vous donne des exemples, des oublis, des retours brusques du souvenir, des mémoires alternantes, des oublis au réveil après un épisode de somnambulisme, etc., etc., etc. Donc il va ramasser tout ça et il va essayer de construire à la fois un modèle, d'où viennent-ils, et ensuite une psychopathologie, quelles sont les conditions qui les rendent pathologiques quand ils sont pathologiques, puisqu'il dit que de toute manière, la totalité des esprits humains ont, à des degrés variables, ces types de ratés. Et le modèle qu'il va créer est à peu près le suivant. Dans des conditions optimales, je vais vous trouver un passage, vous allez voir, c'est très intéressant. Dans des conditions optimales, eh bien, l'esprit humain est effectivement en possession de la totalité des éléments qu'il a pu emmagasiner tout au long de son existence, incluant idées, souvenirs, affects, voilà. Mais, dit-il, cette condition-là n'est pratiquement jamais acquise. C'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir une telle maîtrise de l'ensemble du champ qu'on appelle la conscience. Donc, petit à petit, dit-il, avec les années, à des moments de fatigue, à cause du sommeil, ou peut-être pour des raisons constitutionnelles, vont se créer des petits groupes de pensées, d'idées, d'éléments du passé, qui vont, pour ainsi dire, se détacher petit à petit de la conscience. Le terme qu'il va utiliser pour cela,
est le terme dissociation, mais aussi désagrégation, et ils sont, pour ainsi dire, les accompagnateurs un peu étranges dont nous avons parfois conscience à travers tel retour brusque d'un souvenir, parfois jamais, sont donc des accompagnateurs de toute vie psychique normale, mais que chez certaines personnes, chez certains sujets, ces types de manifestations vont prendre une ampleur considérable et en ce moment-là, on aura les pathologies mentales que nous connaissons dans nos hôpitaux psychiatriques, les asiles de l'Europe et dans nos consultations. Donc, les pathologies mentales sont les résultats d'un défaut de synthèse impossible à atteindre dans sa perfection de l'esprit humain, qui de ce fait crée des agrégats séparés, ici et là, et qui, sous certaines conditions, grossissent, ont tendance à se manifester de façon automatique, d'où l'idée de l'automatisme, et ils se manifestent parfois de façon tellement bruyante qu'ils peuvent donner, par exemple, des idées fixes, des idées obsédantes, des compulsions, des phobies, ou les manifestations plus bruyantes des doubles consciences des hystériques, qui est vraiment la forme expérimentale où, qu'en effet, il y a des parties détachées. Ces phénomènes-là, il va leur donner plusieurs noms, en fait. Il va utiliser le mot dissociation, mais pas tellement, quelquefois seulement, mais il va aussi utiliser le mot de désagrégation. Il considère qu'à un moment donné, une baisse du tonus énergétique de l'esprit va faire que certaines parties vont se détacher, pour ainsi dire, d'elles-mêmes, parce qu'elles ne tiennent plus ensemble. Et il va donc utiliser dissociation et désagrégation. Il va utiliser le mot rétrécissement. Alors, le rétrécissement, c'est ce qui finit par créer des agrégats qui se séparent. Il y a un rétrécissement et du coup, il y a une partie comme ça, comme une espèce de morceau d'iceberg qui se détache et qui devient, pour ainsi dire, autonome. Donc il va utiliser tout ce phénomène, tout ce mot-là, et donc du coup, c'est comme ça qu'on arrive à deux personnalités dans le cas le plus spectaculaire, dit-il. Ce sont ces travaux que Freud va beaucoup étudier avec Breuer quand il commence à étudier l'hystérie. Et le temps passe, donc on ne va pas faire l'historique du débat Freud-Breuer, si ce n'est pour dire la chose suivante. Derrière le désaccord qui caractérise le débat Breuer-Freud, mais qui est aussi un désaccord qui va ressurgir par la suite dans le dialogue Janet-Freud. Désaccord qui tient sur le fait que pour Janet, cette dissociation, cette désagrégation est le résultat d'une baisse du tonus, est le résultat d'une trop grande accumulation, est le résultat de ce genre de facteurs. Freud, au contraire, c'est le résultat d'une démarche active de défense du psychisme. C'est activement qu'il se débarrasse d'un certain nombre d'éléments. Vous voyez que nous sommes là à la genèse, dans le dialogue avec et le désaccord avec Janet, nous sommes à la genèse de la notion de refoulement. Mais ça, c'est le premier niveau de désaccord. Le deuxième niveau de désaccord, qui est, lui, beaucoup plus fondamental, est le suivant. Ce que Janet a l'air de dire, qu'il ne devient pathologique que dans certains cas, lorsque le tonus a baissé trop, et il s'épuise en des descriptions minutieuses des conditions dans lesquelles un tel accident peut arriver, Freud en fait un principe d'organisation du psychisme humain. C'est-à-dire, il dit que ce que lui, il croit comme étant un produit accidentel, en réalité, tous les psychismes humains sont comme ça. C'est-à-dire que tous les psychismes humains sont naturellement séparés en morceaux. Et de cette séparation en morceaux, Freud va utiliser deux mots. Un mot savant, car d'origine latine,
qui est le mot dissociation qui vient de Janet. Et un deuxième mot qui lui est allemand et qui décrit de façon plus descriptive et dans un langage plus quotidien de quoi il s'agit, qui est le mot Spaltung. Les deux mots, ils les utilisent de façon plus ou moins équivalente, bien qu'ils commencent déjà en ce moment-là à utiliser plutôt dissociation lorsque ce qui l'intéresse plutôt, c'est le fait que les associations ne suivent pas leur cours, alors que la Spaltung décrit plus globalement le fait que le psychisme est naturellement coupé en morceaux, mais il n'y a pas cette rigueur. Et le mot Spaltung deviendra le mot qui décrit le fait qu'un psychisme est fait selon la première topique de l'inconscient, d'un prénotion et d'un système de perception-conscience, autrement dit qu'un psychisme est naturellement coupé en morceaux, le mot Spaltung. J'ouvre ici une parenthèse très rapide pour vous dire que ce mot va avoir sa propre histoire. C'est-à-dire que Freud, dans la mesure où il est traduit par des traducteurs de l'œuvre psychanalytique, le mot Spaltung sera traduit en français comme clivage et en anglais comme splitting. Et il aura une trajectoire tout à fait étonnante en tant que mécanisme de défense hautement pathologique, alors que plusieurs passages de Freud tiennent à utiliser le mot clivage comme étant l'état naturel du psychisme humain. Il est naturellement clivé en partie. Certains auteurs français, et là je vous renvoie surtout à Benoît Rosenberg, n'ont pas manqué de remarquer cette incohérence dans notre façon de comprendre les choses, qui probablement vient davantage de Melanie Klein, qui va utiliser le mot splitting à la façon qui est la sienne, comme le clivage du bon et du mauvais objet, le clivage du moi, pour dire nous avons tort de considérer le clivage comme un mécanisme de défense pathologique. Il est avant tout un état descriptif du moi. C'est un état descriptif du moi qui caractérise toutes sortes de moi quand on est dans la première topique, et certaines autres situations du moi quand on entre dans des configurations plus psychopathologiques. Je ferme la parenthèse pour dire que lorsque donc Freud parle de Spaltung au sens du moi, on a traduit en français clivage, splitting en anglais. Mais lorsqu'il fait référence aux travaux de Binet, de Janet, et il fait souvent, là nous traduisons par dissociation. C'est important de savoir comment on traduit quoi, vous allez comprendre pourquoi. Parce que au moment de la rencontre entre Bloyer et vous vous souvenez que Bloyer est un prof de psychiatrie de Zurich dans le grand hôpital universitaire qui s'appelle Burgosli et qui entre en relation avec Freud essentiellement à travers ses élèves qui s'intéressent à Freud, qui sont donc des assistants dans la clinique universitaire, qui sont essentiellement Karl Abraham et surtout Jung. Donc au moment où il entre en relation, il commence à lire les travaux de Freud, qu'il veut connaître l'homme dont il lit avec intérêt les travaux, il est extrêmement intéressé par le fait que cet auteur décrit une forme de psychisme coupé en morceaux. Et lorsqu'il développe sa propre théorie de la schizophrénie, c'est ce mot-là, emprunté à Freud, le mot Spaltung, qu'il va utiliser pour décrire la schizophrénie. Et c'est donc ce mot-là de Bloyer qui, retraduit en français, sera appelé dissociation, puisque ceux qui le traduisent en français savent qu'à l'origine, c'est un mot français, c'est la dissociation de Pierre Janet. Donc, la dissociation de Pierre Janet devient dissociation en allemand, puis devient Spaltung, puis elle passe en psychiatrie de la psychanalyse, Spaltung dans la schizophrénie, elle revient en français, et là, du coup, elle s'appelle dissociation, et non pas splitting, clivage, qui sont les traductions psychanalytiques. Mais les traductions psychiatriques, elles, sont les dissociations. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons, et que moi, c'est que vous avez les plus, en tout cas les moins jeunes dans l'assistance, qui ont fait de la psychiatrie, ont appris
qu'il existe des psychoses dissociatives, ce qu'il voulait dire la schizophrénie. C'était un synonyme de schizophrénie dans notre langage. Mais ce qui est très intéressant dans l'affaire, c'est que Freud, qui pourtant cherche à avoir des alliés, à développer le cercle des personnes qui s'intéressent à ces théories. Et donc il conserve un dialogue très longtemps avec Bleuler, dont témoigne un très gros volume de correspondance. Malgré cela, Freud est totalement opposé au choix fait par Bleuler. Alors, il est tellement opposé qu'il va le mettre en mettant en péril les relations d'amitié qu'il essaie par ailleurs de conserver pour des raisons relatives à l'expansion de la psychanalyse. Alors, et il le met tellement en péril parce que, dans son idée, quiconque décrirait une forme de désorganisation, des scissions, des fractures, de tout ce que vous voulez du psychisme, est quelqu'un qui ne veut pas se donner la peine de comprendre qu'il y a un sens caché dans l'apparente incohérence des manifestations du psychisme. Ça, c'est très intéressant. Parce que Freud a l'air très irrité. Il y a, je vais vous lire un passage, alors, il y a plusieurs passages concernant la psychiatrie, pas flatteurs pour les professionnels de la discipline, dans l'interprétation du rêve. Alors, et puis, dans un passage, Freud dit l'ennui, c'est que les psychiatres ont désespéré trop tôt de la solidité de notre appareil psychique. C'est-à-dire qu'ils ont abouti trop vite à l'idée que tout ça, il n'y a rien à en tirer, que ça n'a pas de sens, et qu'ils ne se sont pas mis à étudier l'incohérence apparente pour trouver le sens caché. C'est que lui, il considère avoir fait déjà avec le rêve, et puis, à partir du rêve, manifestement incohérent, en apparence, sur tout le psychisme humain. Il y a donc un passage dans l'interprétation du rêve, et je vais essayer de vous le trouver dans le page que j'ai disséminé, désorganisé autour de moi. Et il y a un passage où il dit, bon, peut-être il y a certaines manifestations psychiques, peut-être chez les gens qui ont des lésions cérébrales, peut-être chez les gens qui ont une démence, un affaiblissement intellectuel avec dégénérescence de cellules nerveuses. Peut-être là, dit Freud, peut-être là, on peut rencontrer des associations qui se font de façon anarchique quelconque, sans fil caché à retrouver. Peut-être. Mais même là, je n'en suis pas sûr, c'est la radicalité de sa position. Dans l'immense majorité des situations, ce qui nous apparaît comme une désorganisation destructrice des sens est en réalité un sens qui nous échappe et qu'il suffit de l'étudier pour pouvoir le découvrir. Fin de la citation. Or, en plein débat avec Bleuler, lorsque Bleuler essaye de convaincre Freud de la pertinence de son idée, et que Freud est de plus en plus irrité, d'abord pour l'histoire de l'autisme, de l'auto-érotisme qui devient autisme, parce que Bleuler lui dit que, vous savez, l'érotisme, parler d'érotisme, c'est quand même pas très, très évident, donc mais l'idée est très bonne, je suis tout à fait d'accord que ce sont des gens qui reviennent vers eux-mêmes, mais il vaut mieux quand même créer un néologisme plutôt que parler d'auto-érotisme comme vous le faites, donc il est déjà assez irrité. D'ailleurs, il le dit dans une lettre en disant que quand on cède sur le mot, on finit par céder sur la chose, c'est-à-dire sur l'idée. Mais malgré ce débat-là, il est encore plus irrité par la question de la désorganisation. Et donc, lorsqu'en 1909, alors qu'il est en plein débat avec Bleuler, et qu'il essaie de garder de bonnes relations avec lui, il y a une, je ne sais pas, 4e ou 5e édition de l'interprétation du rêve, il ajoute une note de bas de page
pour décocher la flèche suivante, ceci a été depuis prouvé par les travaux de Carl Jung sur les malades schizophrènes du service dans lequel il travaille. C'est-à-dire que, contrairement à ce que le patron dit, c'est-à-dire que nous sommes là dans une espèce de désorganisation primaire destructrice du sens, son élève, je sais qu'il a écrit des articles qui prouvent le contraire, c'est-à-dire qu'il y a un sens à découvrir, y compris dans la schizophrénie. Et il le met donc en haut de bas de page dans une nouvelle édition de l'interprétation du rêve, comme pour aller contrer ce qui était en train d'avoir un débat avec Bleuler. Alors, après, donc, chacun poursuit son chemin, mais ce qui est très intéressant, c'est la chose suivante. Ce même Freud, qui s'oppose avec tellement de véhémence, et comme vous avez vu, avec même un sens de la polémique tout à fait remarquable, et ça va très loin, hein, c'est-à-dire qu'il va écrire, par exemple, le mot schizophrénie, c'est-à-dire ce qui venait d'être proposé par Bleuler, est bon à utiliser aussi longtemps qu'on ne se souvient pas de ce que ça veut dire. Hein. C'est une phrase comme ça, c'est-à-dire que tant qu'on ne se souvient pas que ça signifie schise, cassure des organisations, tant qu'on ne se souvient pas ce que ça veut dire, il est bon à utiliser. Mais dès qu'on y pense, c'est pas bon. D'ailleurs, il va aller jusqu'à dire, moi, personnellement, je ne garderai pas le mot schizophrénie, mais il se trouve que nous avons un mot qui décrit le penser à côté, qui s'appelle paranoïa. Je comprends que Bleuler, là, parle d'autre chose, pas que de la pensée, mais aussi d'une désorganisation des sentiments, de l'ambivalence, etc. Donc je comprends qu'il utilise le mot phrénie. Vous savez, le mot phrénie renvoie davantage aux émotions que le mot noïa, paranoïa. Donc il dit, au lieu d'appeler ça schizophrénie, il faut l'appeler paraphrénie. Comme ça, ça fait pendant avec paranoïa. Et il décrit deux pathologies dont l'une touche plutôt à la façon de penser, l'autre touche plutôt à la façon de sentir etc. Mais on n'utilise pas ce mot manifestement erroné quant à la pathologie, qui est le schizophrénie. Et il propose donc de le remplacer par paraphrénie. Donc, malgré tout ça, et là les chemins des uns et des autres se séparent, et d'ailleurs ils se séparent à plus d'un titre, parce que le modèle que va proposer Bleuler en 1911 est un modèle de désorganisation primaire qui touche d'emblée le psychisme et qui, de temps à autre, passera inaperçu. C'est sur ce point-là que Freud d'ailleurs l'attaque beaucoup en disant que c'est une hypothèse vérifiable. De temps à autre, il sera très présent dans la pathologie. Mais dans les deux cas, il aura tendance à créer une compensation qui sont les idées délirantes des hallucinations, et là il raccroche les wagons de la théorie de Freud. C'est-à-dire qu'il dit, en effet, comme Freud l'a dit, idées délirantes et hallucinations sont, pour ainsi dire, des formes, des santé mentale face à la pathologie initiale. De temps à autre, il n'y a qu'elle qu'on voit, parce que la désorganisation a été, pour ainsi dire, complètement réparée par cette deuxième vague. Tantôt, on voit surtout la désorganisation, qui est la lésion, pour ainsi dire, primaire. D'ailleurs, pour Bleuler, seule la lésion primaire est une lésion. Seule la désorganisation initiale, l'asphaltum, est une pathologie organique. Tout le reste sont exactement comme dans le modèle de Jackson, des formes de compensation de la désorganisation initiale et qui donc n'ont aucune raison d'avoir une base organique. Ce sont des manifestations normales du psychisme qui essayent de compenser la désorganisation initiale. Donc, c'est cette conception-là, celle de 1911, qui sera petit à petit abandonnée, on pourrait dire, par Bleuler lui-même, en partie parce que les travaux sur le cerveau ne donneront pas ce qu'il espère, en partie parce que nous sommes à l'aube de la psychiatrie critérologique et les grands modèles explicatifs commencent à passer des modes, pour ainsi dire, en psychopathologie.
toujours est-il qu'il abandonne petit à petit cette idée-là, sauf pour brouiller les pistes une fois de plus, puisque invité en 1926, donc 15 ans après l'introduction de la schizophrénie, au congrès des neurologistes et aliénistes des langues françaises, le fameux congrès de psychiatrie des langues françaises d'aujourd'hui, qui existe depuis 1889 ou 90, donc en 1926 il est à sa 30e édition, eh bien il est invité pour faire le rapport, et là dans ce rapport il dit, au fond, si Chalin avait sorti son mot discordance plus tôt, je n'aurais pas eu à inventer le mot schizophrénie. Parce que la discordance de Chalin de 1912 exprime exactement ce que moi j'ai voulu exprimer par le mot schizophrénie. Et il a donc comme ça une espèce de rappel de l'originalité de l'approche, même si cette approche n'est pas à mettre directement sur le compte de la désorganisation, parce qu'elle n'est jamais que l'héritière d'une répartition du psychisme qu'il comprend mal comme Spaltung, alors que Freud s'est tué à répéter, ce n'est pas une psychopathologie, c'est la nature même du psychisme humain d'être fait en plusieurs parties, plus ou moins séparées et en lien. Alors, donc, alors que les choses sont ainsi, alors que Freud se montre d'une particulière véhémence par rapport aux travaux de Bleuler, ils finissent par s'en séparer, c'est séparé d'ailleurs. Freud va même commettre l'inélégance, entre guillemets, c'est-à-dire que quand il va faire son travail sur le président Schreiber, il va utiliser dans le titre la forme de la maladie telle qu'appelée par Kraepelin et non pas par Bleuler, c'est-à-dire il va dire d'une paranoïa, parenthèse, dementia paranoïdes, autrement dit d'une démence paranoïde, autrement dit, tel que Kraepelin l'appelle, et non pas tel que Bleuler l'appelle, c'est-à-dire schizophrénie, alors qu'il est beaucoup plus en dialogue avec Bleuler qu'avec Kraepelin, bien entendu. Alors, donc, malgré tout ça, en 1920, va sortir un essai qui se présente comme une vaste spéculation, une richesse absolument extraordinaire, et qu'il va appeler au-delà du principe des plaisirs, et qui va décliner un certain nombre, je vous dirai pourquoi je l'ai dit comme ça, il va décliner un certain nombre de manifestations du psychisme, peut-être contradictoires entre elles, mais toutes entrant sous l'appellation qu'il utilisera en ce moment-là, qui est pulsion de mort. Alors, ce qu'il va mettre là-dedans est de plusieurs sortes. Et on peut faire tout à fait un inventaire de choses différentes, parfois même contradictoires. Ce que la psychopathologie va retenir, et elle va le répéter, et elle va le retrouver à nouveau avec les travaux, par exemple, de quelqu'un comme Wilfred Bion. Et ce qu'elle va retenir avant tout, c'est une forme particulière de fonctionnement du psychisme humain qui consiste à casser les liens qui peuvent s'établir entre l'individu et les autres, mais avant tout à l'intérieur du psychisme humain. Et en ce moment-là, et à travers ces éclairages-là, vous avez, pour ainsi dire, une sorte de triomphe posthume de Bleuler sur Freud. Parce que ce que Freud va décrire comme pulsion de destructivité, comme des liaisons, comme des investissements de ce qui permet aux choses de se lier les unes aux autres, est exactement ce que Bleuler a essayé de montrer par le terme de Spaltung, dissociation des associations, parce que Bleuler parlait quand même d'un trouble avant tout de la pensée, et c'est exactement ce que Freud a refusé avec la dernière énergie dans la partie de dialogue avec Bleuler. Et vous avez là comme une espèce de retournement étonnant de la pensée psychopathologique, où
une certaine idée d'une désorganisation qui caractérise une pathologie, elle en particulier, et qui est même une désorganisation de ce à quoi elle ressemblerait si elle n'était pas désorganisée, c'est-à-dire à d'autres pathologies. Et, premièrement, activement combattue par Freud, puis, avec, au-delà du principe de plaisir, comme magiquement réintroduite sous une forme la plus radicale qu'il soit, c'est-à-dire celle qui consiste à défaire les liens jusqu'à l'inorganique, c'est-à-dire l'idée même que développe Bloyle quand il décrit l'hypothèse dite invérifiable pour Freud pour la schizophrénie. Alors, je ne sais pas si on a le temps de... on n'a plus qu'une demi-heure de discussion. Donc, voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer à vous expliquer ce qu'on peut imaginer comme possibilité de comprendre cette espèce de contradiction. Et si ce n'est pour vous indiquer la chose suivante, que probablement une des pensées les plus fécondes concernant cette mystérieuse pulsion de mort réside dans les écrits d'auteurs comme Pache, qui considèrent que ce que nous appelons pulsion de mort est le fait que les tendances créatives ne cohabitent pas suffisamment avec les tendances destructives. Et que ce que nous appelons pulsion de vie, c'est le fait que créativité et destructivité sont associées. Et que ce que nous appelons pulsion de mort, c'est le fait que créativité et destructivité sont dissociées. Et que donc la pulsion de mort n'est pas la destructivité, mais c'est le fait que ces deux tendances ne cohabitent pas. Et je n'ai pas le temps de vous développer, que c'est quelque chose de cet ordre-là, en définitive, qu'on rencontre dans la schizophrénie. C'est-à-dire une séparation de ces deux tendances, avec prédominance tantôt de l'une, tantôt de l'autre, une prédominance de la créativité qu'on voit dans les parties les plus expansives, englobant la Terre entière, l'univers entier de la schizophrénie, comme si on pouvait se relier au cosmos, c'est-à-dire une tendance à la créativité, à la liaison, qu'aucune destructivité ne vient modérer un peu pour rendre la vie vivable, et puis au contraire, une tendance tantôt dominante, qui est celle de la destructivité, qui, elle non plus, n'est pas du tout contrebalancée par une composante de créativité. Enfin, je vous dis ça de façon très condensée, et on va s'arrêter là pour pouvoir discuter. Merci. Alors, il faut un petit peu d'organisation technique pour la discussion. Vous me laissez une seconde que je surnage. Voilà. Alors, pourquoi on ne voit pas vos bobines? Est-ce que discussion, bonjour, c'est-il possible d'accompagner la caméra? Peut-être le mieux, c'est que tout le monde mette la caméra sans mettre le son. Je ne sais pas s'ils sont tous là. Oui. Discussion, c'est la discussion là. Et pourquoi j'arrive pas à vous afficher alors? Parce que c'est coupé. Regarde. Oui, caméra et micro sont coupés. Il n'y a pas de caméra là, il n'y a que deux caméras là qui sont mises. Tu vois? Est-ce que vous pouvez mettre vos caméras, ceux qui sont sur le Zoom, pour qu'on puisse vous voir? Voilà. Et comment ça paraître, tu vois? Voilà. Séparer la caméra. Merci. Donc on en voit quelques-uns. Bon. Donc il y a 52 participants et on a 3 caméras. Qu'ils mettent leur caméra 4, pour pouvoir lever la main. S'ils veulent prendre la parole. Voilà. Comme ça, vous pouvez lever la main éventuellement, ou sinon... envoyer un message, non, Yves? Envoyer un message sur le chat, ouais. Ou nous avez envoyé un message que j'ai pas vu. Donc, que tu peux récupérer. Alors peut-être je peux dire moi un mot sur le... Alors, dans le séminaire d'épistémologie, on avait jusque-là des théoriciens qui ne sont pas rentrés jusque dans la proximité même avec les concepts eux-mêmes. Et donc, le patient
peut-être que le séminaire était comme le schizophrène de Vassilis, en mal d'objet, je ne sais pas. Toujours est-il que nous étions peut-être un peu plus à distance de ce qu'on a vu ce soir. Alors, ce qu'on a vu ce soir, c'est quoi? C'est les concepts. C'est l'histoire des concepts, la généalogie. Je crois que la généalogie de la dissociation et de la destructivité sont intervenus dans ce concept plus global que tu as justement cadré, Vassilis, sur cette question plus fondamentale de la médecine, qui est la désorganisation, et de montrer comment la schizophrénie a posé question aux psychiatres dans ce qu'elles justement désorganisaient à chaque fois leur théorie. Donc finalement, cette rencontre avec le patient dans cette nature même de son contact, dans cette nature même des idées et de cette, comme tu l'as dit, apparente incohérence, a suscité d'emblée toute une création conceptuelle assez... En fait, pas d'emblée, justement. C'est ça qui peut être intéressant aussi de discuter. C'est que quand on a commencé justement à écouter et à essayer de faire une psychiatrie psychodynamique, comme dit Berchery, c'est-à-dire à partir du moment où la psychologie commence à approfondir les questions de relations, les questions qui ne s'appellent pas transfert initialement, mais qui rapidement quand même nécessitent de conceptualiser ça, ne serait-ce que sur ce que Charcot appelait suggestion, en tout cas ce que les contemporains de Charcot appelaient suggestion, qui naît comme ça petit à petit et que Freud va organiser dans la notion de transfert. Donc, sur cette question-là, justement, tu nous amènes, je dirais, de très très loin, jusqu'à un point où tu nous laisses là, finalement, avec l'obligation de dire quelque chose de ça, c'est-à-dire que le schizophrène crée une désorganisation chez l'autre. Et qu'à partir de... Enfin, moi je l'entends parce que c'était plus comme ça que tu le disais dans l'article de l'information psychiatrique, et que là tu as essayé de ramasser un certain nombre de théorisations, que effectivement c'est chez l'autre que la désorganisation apparaît, et dans la manière dont il va en rendre compte, va toujours surgir finalement une sorte d'échec de la conceptualisation, c'est-à-dire il y a quand même des échecs et disons des confusions, il y a des confusions, alors c'est pas nécessairement des échecs, même si on sait qu'à la fois du côté de la psychiatrie classique, avec la démence précoce, c'est quand même l'échec de la reconnaissance de l'intelligence du patient, jusqu'à la notion de dégénérescence qui a traversé la psychiatrie du 19e siècle, il y a eu quand même des vrais échecs d'humanisation, pour le dire très largement, des patients qui souffraient de ce type de contact et de ce type de rapport à leur monde. Donc, dans ce que la psychopathologie apporte, finalement, en t'entendant, on n'a pas de solution, je dirais, conceptuelle autre que celle de connaître disons, la nature du désordre chez le psychisme humain, chez l'humain. Et que cette nature même de ce qu'est le désordre dans la psychopathologie de chacun permet d'avoir accès à une représentation, moi c'est comme ça que j'ai entendu, à une représentation de ce qui est en train d'agir dans la relation. On n'est même pas dans une objectivation du patient qu'on a mis sur j'ai l'image anatomopathologique, mais enfin, quand bien même on le découperait conceptuellement, on n'arriverait pas à l'atome de la cause, mais on arriverait au moins à une représentation de ce qui est en train de se jouer dans le transfert, c'est-à-dire qu'on se sent complètement soi-même désorganisé, et que finalement, la psychopathologie qui part de la nature même de cette désorganisation, si elle n'a pas nécessairement la chance d'aboutir à une représentation unifiée de ce qui est à l'œuvre, au moins elle dit quelque chose de l'humanisation de la personne qu'on a en face de soi. Et je crois qu'on est à une espèce de... Tu nous laisses là devant un sujet
à la fois scientifique, et une question fondamentale qu'on a posée différemment dans ce séminaire, mais qu'aujourd'hui dont on a eu un exemple, je dirais, méticuleux, approfondi, à la fois d'un travail d'archiviste, de psychopathologue, et dont on a pu dénouer petit à petit l'origine et la généalogie. On se trouve effectivement pas très avancé sur le plan d'une théorie unifiante de ce qu'est un patient schizophrène, mais éclairé de ce qu'est notre rapport et de ce qu'est notre mode de relation fondamental avec lui. Donc peut-être te poser une question dans la transmission et la formation. Je sais que tu l'as dit dans un article qui s'appelle au sujet de la rencontre avec le patient schizophrène. C'est un article dans le Carnet Psy. Et de la question du transfert et ce qu'elle génère. Et est-ce que tu peux te dire peut-être comment, parce qu'on là en arrière-plan, ça dit quelque chose de ce que tu veux transmettre finalement dans la formation des médecins? Alors, la question de... Peut-être même le micro, tout à l'heure ça ne marchait pas. La question de l'humanisation, tu as raison de rappeler la question de l'humanisation, parce qu'évidemment, elle renvoie à la question de la déshumanisation. Je vais vous dire pourquoi je parle de déshumanisation. C'est ce que j'essaie de dire, c'est l'expérience du psychiatre, même du psychanalyste, c'est que quand vous êtes avec un patient délirant, avec un paranoïaque, avec un neurotomane, avec une psychose respiratoire chronique, vous partagez une histoire. Vous partagez une histoire, il vous raconte quelque chose, vous avez des questions à poser, des explications à demander, et au fur et à mesure que vous construisez quelque chose, vous êtes en train de vous enrichir mutuellement de la pensée de l'un et de l'autre autour de ce qu'il raconte et votre façon d'entrer en relation avec lui. Cela consiste aussi à l'aider à enrichir son histoire, et pas forcément au sens de ramener encore plus d'éléments pathologiques, mais au sens de la relier de plus en plus à ce qui est son histoire générale, et non pas seulement l'histoire de sa persécution, de son neurotomanie ou des voix qu'elle entend, la personne. C'est très différent, mais très différent quand vous êtes face à un patient schizophrène. C'est-à-dire que face à un patient schizophrène, vous avez un peu le problème de perdre pied, dont ce que c'est qu'il vous raconte vous crée un état de confusion, en quelque sorte, parce que vous ne pouvez pas saisir le caractère récit d'une histoire. Et je parlais d'humanisation parce que cette incapacité à créer une histoire dans votre tête, alors qu'elle est très très bien créée avec un paranoïaque, vous ne la comprenez que trop bien, eh bien, peut conduire à la déshumanisation. Et je pensais, en t'écoutant, à une triste anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez un collègue qui, je crois, n'est plus de ce monde maintenant, qui s'appelait Reversi, qui est un qui n'a pas beaucoup écrit, mais qui n'a jamais appartenu à telle école psychanalytique ou psychiatrique. Il était un peu dans ce monde, mais dans ce monde avec une activité passionnante avec des malades psychotiques qu'il voyait en cabinet. Et puis vers la dernière partie de sa vie, il a décidé d'écrire un livre où il donne quelques idées de théorie personnelle, mais surtout des cas cliniques. Comment il a travaillé, et c'est vraiment extraordinaire. Et il a sorti chez l'Harmattan, etc. Et il dit la chose suivante, il dit un élément qui m'a marqué quand j'étais jeune psychiatre, et qui a marqué mon intérêt pour les schizophrènes, est l'incident suivant. J'étais interne première année, j'étais dans un grand hôpital psychiatrique de la région parisienne, et on avait du mal à comprendre exactement la discordance, la dissociation, on ne la saisissait pas bien. Et le médecin-chef, qui avait par ailleurs une relation très distante et très distante, peu intéressée finalement par le malade, et on parle des années 40, 50, il lui a dit, bon, vous ne comprenez pas ce que c'est la discordance, mais je vais vous montrer. Et il appelle et il dit, faites-moi venir une telle. Arrive donc une pauvre jeune schizophrène de 27-28 ans, maigre. Voilà. Il dit, asseyez-vous. Elle s'assoit devant son bureau. Et il lui dit, voilà, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. On vient de nous appeler, votre mère est morte. La jeune schizophrène reste
impassible. Il dit, est-ce que vous avez des questions à poser? Non. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose? Non. Bon, on s'arrête là? Oui. Bon. Hop, elle est sortie. Elle s'est levée, elle est sortie du bureau. Alors Reversi, jeune interne, il dit, mais... Et lui, voilà, c'est ça la discordance. On lui dit que sa mère est morte. Pas une larme, pas une manifestation émotionnelle, rien. Alors Reversi lui dit, mais sa mère est morte? Il dit, non, bien sûr. Juste pour vous montrer ça. Voilà. Alors, puisque vous parlez d'humanisation, voilà aussi la déshumanisation. Et je trouve que, effectivement, ces malades-là peuvent aussi, quelque part, même si... Enfin, voilà. Oui, c'est un effet, ça c'est un effet la 15e relationnel. fois qu'il lui faisait le coup. Didi, Ça devait être la 15e fois qu'il lui faisait le coup à la patient. ça où ça se trouve, elle avait déjà... Oui, oui, oui. Cela dit, à cette époque-là, il y avait un médecin-chef pour 300 lits. Donc je pense qu'il avait aussi le choix. Alors, est-ce qu'il y a des questions en distanciel ou... J'ai l'impression qu'il y a un message à gauche, non? Tu pourrais essayer de le centrer peut-être? Non, peut-être que vous arrivez à le lire sur l'ordinateur? Non, mais c'était un message de tout à l'heure, celui-ci. D'accord. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait une conversation encore. Non. On va commencer avec la salle, alors. À moins que les gens arrivent à... Oui, Ah. on vous entend. Ah, enfin une voix qui vient de l'au-delà de l'électronique. Est-ce que vous pourrez dire la question qui a été dite, qu'on Oui. l'entende à la Attends, caméra, je vais s'il essayer vous de plaît? mettre un micro. Sabine Sporto. Ça risque bonjour, de faire un Larsen. Bonjour Sabine. Bonsoir à tous, merci beaucoup Vassili, c'était passionnant, riche, extrêmement précis et captivant et ça donne toujours beaucoup à penser. Je voulais poser une question sur la toute fin de votre intervention sur créativité et destructivité et je me demandais si, bien sûr, vous parlez de la schizophrénie, mais si ça ne pouvait pas aussi être mis en parallèle avec la psychose maniaco-dépressive. Est-ce qu'on peut redire la question? Je suis pas sûr qu'on l'entende à la caméra. Est-ce qu'on peut juste résumer la question? Je me permets de résumer votre question, Sabine, sur l'application de la destructivité au sens de, si j'ai bien compris, l'écart entre création et destruction dans la schizophrénie. Est-ce qu'on peut le rapprocher de la psychose maniaco-dépressive où les aspects de créativité sont plus importants? Est-ce que Non, la question de la pulsion de mort telle que la Pache le décrit. Oui. Alors, non, chez Pache, pas du tout. C'est-à-dire, chez Pache, il a peu travaillé sur la maladie maniaco-dépressive, mais je crois que ce qu'on peut comprendre de ce qu'il dit, c'est que dans les deux cas de la manie et de la mélancolie, le lien à l'objet est d'une certaine ténue. Autrement dit, on n'a pas des effets de déliaison. Alors, et peut-être il faut ajouter que toute destructivité n'est pas la mort. Et qu'on peut avoir la mort sans destructivité. Et c'est le cas de la mélancolie, probablement. Hein. Et que ce qu'il essaie de saisir, lui, c'est davantage le fait que les formes extrêmes, soit de créativité, soit de destructivité, peuvent aboutir à la destruction, aussi bien l'une que l'autre, dans la mesure où seule une forme d'atténuation de l'une à l'autre permet aux vivants de continuer d'exister. Et c'est bien pour ça que j'ai introduit mon propos par les fameux propos de la médecine antique sur l'isonomie, parce que d'une certaine façon, ils étaient en train de parler de la même chose. C'est-à-dire que seul un certain équilibre de contraires garantit la perpétuation de la vie. Et c'est pour ça que je vous ai donné comme exemple les patients psychotiques, souvent schizophrènes, qui peuvent mourir de leur trop grande ouverture vers le monde, comme on en voit, et de leur incapacité à maîtriser ce débordement de vie, de façon à ce que cette vie-là ne devienne pas la fin de la vie. Alors,
d'une certaine façon, il y a des fins de vie chez les patients schizophrènes qui ont un caractère héroïque. C'est la belle mort des anciens. Et c'est la belle... je me souviens d'un patient qui s'est défenestré et qui s'en est sorti miraculeusement du 7e étage et qui m'a dit, mais c'était s'unir avec le cosmos. Et ça, c'est la belle mort, pour ainsi dire. D'autres meurent pour des raisons symétriquement inverses. Mais c'est de ça que je parle. Alors, une autre question, alors dans la salle cette fois-ci. La dernière partie de votre exposé m'a fait penser beaucoup le texte de Bion, Attaque au lien. Oui. Est-ce qu'on peut faire Peut-être on résume la question. je sais pas, une approche un peu dialectique avec ça ou pas? Sur la question de Bion, peut-être reformuler la question pour la visio, donc le lien entre l'attaque des liens, Oui. telle que décrite par Bion, Bien sûr que vous et pouvez... la question de destructivité Oui. Bien sûr que vous pouvez faire le rapprochement. Et il sera en partie exact. Mais en partie seulement. Pourquoi? Parce que ce que, par exemple, Pache défend, et peut-être même Freud, mais à travers les lignes au-delà du principe de plaisir, c'est davantage l'idée d'une déliaison de deux pulsions, de vie et de mort, comme étant elle-même la pulsion de mort. Et d'une liaison entre les deux, qui, elle, serait une expression de la pulsion de vie. C'est ça que Page défend. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais c'est ça que Page défend avant tout. C'est difficile d'exposer en si peu de temps cette problématique qui est très typique de cet auteur et qui me paraît très parlante. Mais pour donner un étayage sur le texte de Freud. Freud développe, comme vous savez, comme vous connaissez bien le texte, il commence d'abord par la répétition, le rêve à répétition, le névrose traumatique, puis il continue sur une spéculation sur le retour à l'inorganique, sur le caractère conservateur de pulsion. Enfin, vous connaissez le texte. Il ne prononce pas la locution, l'expression pulsion de mort que finalement assez tardivement dans le texte. Et non sans être passé d'abord par une autre spéculation biologisante qui est celle de la séparation entre cellules somatiques et cellules germinales. Après avoir fait cette spéculation-là, cellules somatiques et cellules germinales, il va introduire la pulsion de mort et en ce moment-là, il va dire les pulsions de mort, parenthèse, du moi, et les pulsions des vies, parenthèse, de mort. Autrement dit,